vous laisse prendre un micro en bas de ces quelques marches. Voilà, Mathias, comme on vous l'avait promis, qui nous a rejoint pour répondre à vos questions. Alors, si vous voulez, on peut commencer tout de suite. Si vous avez déjà des questions à poser, sinon je commencerai. Je vois que monsieur au premier rang a une question. On vous écoute. Je ne sais pas en revanche si on a un micro. Alors je peux faire volontiers l'hôtesse et vous le transmettre. Hop, c'est parti. Bonsoir. Je voulais savoir pourquoi vous avez eu envie de faire ce film. Et vous, Mathias, comment vous avez eu connaissance du projet et qu'est-ce qui vous a plu dans ce personnage? C'est un film qui est arrivé à moi chez Studio Canal, qui a eu l'idée de faire une réimagination du film de Jacques Deray, La piscine, qui est un film mythologique, particulièrement ici en France. Et était pour moi une occasion d'utiliser quelque chose qui était universel, l'idée de 4 personnages tout ensemble dans un huis clos, et de voir les 4 engagés dans une bataille du désir, et d'aller dans un endroit plus personnel, quelque chose qui a parlé à moi. Ça, c'est la raison. Luca et moi, on s'est rencontrés il y a, je pense, environ 4 ou 5 ans, pendant les Oscars, et on s'est fait un rendez-vous, et il me parlait de ce projet Bigger Splash. Après, on s'est parlé plusieurs fois. Après, le projet il a disparu. Et il y a, je pense, 2 ans et demi, il m'a recontacté, il m'a dit, voilà, tu te souviens encore du projet dont je t'avais parlé il y a 4 ans, Bigger Splash, voilà, on va le monter et j'aimerais beaucoup que tu en fasses partie. Donc j'ai relu le scénario, et à travers les conversations que j'avais eues avec Luca, j'avais compris qu'il voulait vraiment faire une relecture du film, parce qu'il ne voulait pas toucher à l'original, mais voilà, s'inspirer du matériel de base et en faire autre chose. Et ce qui m'intrigue dans cette histoire, c'est que voilà, ça parle, c'est comment dire, not a triangle, but a square. Un carré, enfin. Voilà, un carré de désir. Carré amoureux, là. Voilà, de désir. Et ce qui m'intéresse là-dedans, c'est que, spécialement dans la forme dans laquelle Luca a construit ce film, c'est qu'il y a eu une légèreté, voilà, le film est plein de vie, plein de rock'n'roll, mais en dessous de cette surface, il y a beaucoup de loneliness. Comment ça? De solitude. Voilà, il y a beaucoup de solitude, il y a beaucoup d'angoisse, et je trouve intéressant la dynamique entre ce que les gens expriment et ce qu'ils n'expriment pas, et comment ils expriment toujours l'inverse de ce qu'ils pensent vraiment et de ce qu'ils ressentent vraiment et dont ils ont vraiment besoin. Et donc il y a une énorme partie de sous-texte, aussi dans l'écriture, mais aussi dans la façon dont Luca a réalisé le film. Et ça, je trouvais un gros challenge. Une question? Oui, mademoiselle, attendez, je vais me déplacer jusqu'à vous. Merci. Alors, moi j'ai quand même, je pense que ça aurait échappé à personne, la ressemblance, je ne sais pas si elle est fortuite ou pas, avec David Bowie pour le personnage de... Enfin, moi j'ai trouvé qu'elle avait des airs de David Bowie. Je ne sais pas si je suis la seule, et je voulais savoir pourquoi est-ce que vous avez cherché à intégrer au film tout cet univers musical, qui est quand même très lointaine de la version, originale. Et du coup, moi, pourquoi du coup avoir fait ce personnage muet? Pourquoi est-ce qu'elle ne peut pas parler? Alors, le niveau musical du film commence avec l'idée que moi et David Kajganek, l'écrivain du film, a eu de faire une histoire des défis entre générations de maintenant. Et alors on a pensé que quelqu'un qui vive dans la nostalgie et qui a une possibilité à
trouver une place au présent. C'est quelqu'un qui a vécu la grande saison du rock and roll et qui toujours pense que lui vive la même énergie, la même force de la jeunesse, mais la jeunesse n'est pas plus là. Aussi, la même nostalgie, c'est d'errer vers les amours qu'elle a perdus, Marianne. Et j'aimais beaucoup la contradiction entre la révolution fallue du rock and roll et le pouvoir de la musique même. Et d'utiliser ça dans le film comme une sorte de trompe-l'œil était important pour moi. Pour cette raison, Marianne Lane est devenue une musicienne elle-même. Et on a eu besoin de visualiser quelqu'un qui n'est pas nécessairement référé à Monsieur David Bowie. C'est plus une sorte d'idéal de le monde rock and roll camp. La personne qui en a pensé plus, c'est Chrissy Hynde, c'est pas David Bowie. Et après, on a travaillé avec la maison Dior sur les vêtements de Marianne Lane et on a demandé une robe de séquin et d'arriver cette chose qui c'est très David Bowie. Et on pensait, oh ouais, c'est David Bowie qui arrive chez nous. Elle parle pas parce que c'est un film sur la surcommunication. Il y a une sorte surchargée des paroles. Cette Harry qui parle toujours, et qui ne s'arrête pas de parler, et que tout le monde s'est ennuyé par ça. Est-il à penser, peut-être c'est bien, c'est moi, c'est Marianne, et il y a une impossibilité d'utiliser la voix, et alors il faut qu'elle trouve des autres moyens de communication. Pour moi, c'est une question de texture, de niveau. Il ajoute beaucoup de niveaux pour moi. Puisqu'on parle de musique, je pense qu'on fait référence à David Bowie avec Tilda Swinton parce qu'elle a aussi travaillé avec lui et du coup on les pense assez dans notre esprit, ils sont assez associés. Mais pourquoi les Rolling Stones? Et est-ce que c'est difficile parce que c'est les Stones quand même, donc est-ce que c'était difficile d'avoir les droits de ces chansons que vous utilisez dans le film? La présence des Rolling Stones dans le film, c'est le témoignage de ma capacité et la grandeur des studios Canal. Et de Ron Halper, que c'est là. Parce que la première fois que j'ai dit que j'rencontrais eux, j'ai dit, pour moi c'est important que le film a un niveau électrique, analogique, rock and roll, et qui est le symbole de ça, c'est Rolling Stones. Alors on a mis les Rolling Stones dans l'histoire, dans les caractères de Harry. Il est devenu quelqu'un qui a vécu dans l'histoire de Rolling Stones même. Et alors il est devenu important d'avoir la force de la musique aussi dans le film. Oui, monsieur, encore. N'hésitez pas à vous manifester. Pour continuer sur la musique, sur les flashbacks, on voit des scènes tournées en live. Enfin, est-ce que vous avez tourné des morceaux? Enfin, est-ce que Tilda Swinton a chanté en live ou pas? Oui, elle a chanté live. Worried About You. La chanson c'est Worried About You. Je parlais plus sur quand on voit des flashbacks qu'elle est sur scène. Ah, pourquoi pas? Elle a pas. Ouais. Est-ce que vous avez tourné plus longtemps? Est-ce qu'elle a chanté dans ces séquences du stade où vous avez Pas, juste pas, tourné ces non, sols? Pour moi, c'est pas une c'est question. Ce moment de le film, le début et le milieu, c'est pas une question de performance, c'est une question de la relation entre le public et le privé. C'est elle en face d'une multitude qu'elle ne connaît pas, et c'est une multitude qui adore elle, mais la multitude ne connaît pas elle. Cette réflexion entre les deux sujets, c'est un sujet individuel, un sujet collectif, c'est à la base de beaucoup de thèmes de le film. Ce n'est pas une question de performance pour moi. Pour revenir à la première question de monsieur, en attendant que vous vouliez poser une question, j'en pose une. Vous avez tourné beaucoup avec Tilda Swinton, vous la connaissez bien depuis longtemps, donc on ne s'étonne pas que vous l'ayez choisi pour ce rôle. Mais comment connaissiez-vous Mathias? Pourquoi être allé le voir lors de cette fameuse soirée des Oscars? Comment le connaissiez-vous? Parce que quelqu'un m'a amené le DVD de Bullhead avant de la sortie du film aux États-Unis. Et j'aimais beaucoup le film, et j'aimais plus surtout Mathias. Et pour moi, Mathias, c'est corps cinéma, total.
Et alors j'ai demandé de rencontrer lui. On s'est rencontrés dans un endroit à Santa Monica, non, à West Hollywood, chez Ridley Scott. C'est chic. C'est vrai, c'est super chic. Super chic avec Mathias. On a commencé une conversation complètement libre. Et dès le début, il y avait une complicité, il y avait une simplicité dans le rapport. Il y avait un déclic qui était très chaleureux, mais à la fois marrant et profond. On pouvait parler de cinéma, mais en même temps, on pouvait faire le con. Et voilà, donc il y avait quelque chose de très naturel qui s'est installé dès le début, en fait. Et c'est très rare de trouver un leading man qui n'est pas narcissiste et qui est super capable de montrer fragilité. Pour moi, c'est important, ça. Et je crois qu'il voulait voir dans l'écran beaucoup. Quelqu'un a une question? Oui. Alors j'ai mademoiselle là-bas et après je descendrai vous ramener le micro, monsieur. Ne vous inquiétez pas, restez là-bas, je vais parler très très fort. Alors parlez très très fort. Merci. Tout au long du film se greffe à la trame le problème les migrants en fait. Et je voudrais savoir pourquoi avoir intégré ce problème social et quelque part politique à ce film qui est effectivement très axé autour de la sensualité, comme le film original d'ailleurs. Et j'ai pas compris pourquoi c'était mis en parallèle en fait, c'était intégré au film. Je crois que la question c'est pour la présence de les migrants dans le film, voilà. Et pourquoi dans un film sensuel, un niveau politique, social, que c'est comme on dit le cavoli a merenda en Italie. Alors, le film c'est un film sur la communication, je crois. Et c'est surtout un film sur la communication vers les autres, vers les grands autres, ou l'autre. Et sont des personnages totalement trompés dans une obsession self-référentielle, comme ça dit, autoréférentielle, qui sont dans l'impossibilité de reconnaître avec l'altérité qui est autour de eux. Et la première chose que j'ai décidé avec le rock'n'roll était de filmer le film à Pantelleria, parce que je connais très bien l'île et je savais que l'île amenait une altérité violente et pas réconciliée, qui a été dans ma vision du film très important comme quelque chose qui casse la autistique nature de le quartet, de le carré de ces quatre personnages. Et ce n'est pas une juxtaposition gratuite pour moi, c'est plus important c'est la chose qui pour moi comment dire, fondamentale du film, parce que c'est pour moi les moments de la réalisation pour nous qui regardons le film de quelle la décision que nous-mêmes vous avez en apprendre en face de la présence de l'autre. Et que fait Marianne Lane ou Paul dans le film, c'est une question qui s'est posée à nous, pour moi. C'est la réalité du monde en fait qui les rattrape dans leur espèce de micro-société. Oui, il y a un très beau revue de Variety qui a dit peut-être le biggest splash, c'est pas le splash dans la piscine, c'est le splash plus grand dans la Méditerranée. Je suis d'accord. Alors, monsieur, et après je vous apporte le micro. Bonsoir. Non, on m'a un peu coupé l'herbe sous le pied, mais je compte poser à peu près la même question, mais surtout avec les migrants, les Rolling Stones, on pense à Brian Jones, au niveau de la noyade, le thème de la noyade qui revient très souvent, avec ce climax avec la mort de Harry, mais du coup les migrants, on voit au début, on en entend à peine parler à la télé, puis ils apparaissent réellement quand ils croisent les quatre en allant vers la piscine, les cascades, à la fin, on les voit carrément dans une cage en dehors du commissariat, tandis que nos héros sont dans le commissariat. Vous avez vraiment posé un beau jeu de correspondance là-dessus, mais j'ai du mal à savoir pourquoi, en fait, plus que les migrants qui rattrapent la réalité des personnages, pourquoi il y a un tel parallèle entre ces deux thèmes. Je crois que j'ai déjà répondu.
pour revenir à la piscine, j'avais une question années 60. La première, c'est... Enfin, deux questions. Une petite question pour Mathias, un peu en forme de plaisanterie. Est-ce que Mathias est sur les traces d'Alain Delon? Bon, ça, on n'est pas obligé de répondre. Et la deuxième question, qui est un peu plus personnelle en direction du réalisateur, c'est quelles sont ses influences auprès des grands réalisateurs italiens, justement, des années 60? Question cinéphile. Comme on disait au début, Luca avait vraiment envie de réinterpréter le film. Et bien sûr, je m'étais conscient du fait que voilà, il y a un héritage. Mais en même temps, j'avais aucunement envie de me comparer ou me mesurer à Alain Delon. Alain Delon, c'est Alain Delon, c'est un grand comédien. Et donc, pour avoir la possibilité de travailler en toute liberté, j'avais décidé de ne pas voir le film. Et comme ça me donnait la possibilité d'avoir une approche très ouverte et très libre. En sachant que, bien sûr, à un certain point, les gens vont relier mon personnage et ma performance à la performance d'Alain Delon. Mais voilà, Alain Delon, c'est Alain Delon, on ne touche pas. C'est comme Johnny Hallyday, Jacques Brel, voilà, c'est des icônes, voilà, il faut connaître sa place. Le film de Jacques Deray, c'est au milieu de la nouvelle vague, et la nouvelle vague, pour moi, était très formatif. Et la nouvelle vague a regardé toujours deux grands maîtres comme des génératifs pour la génération de la nouvelle vague. C'est Jean Renoir et Roberto Rossellini. Et alors, je crois que la bonne réponse est Roberto Rossellini. Oui, mademoiselle. Non, mais je peux parler fort. Effectivement, oui. je vous entends. Non, bah, juste pour rebondir sur ce que disait Mathias, alors vous avez préparé le film sans regarder le film de Deray. Est-ce que après avoir tourné